Et si le procès de Julius Malema n'était que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste? Un affrontement silencieux où se joue non seulement le destin d'un homme, mais celui d'un continent entier, une lutte dont la portée dépasse de loin les murs d'un tribunal sud-africain. Imaginez une salle d'audience où chaque mot prononcé résonne à travers toute l'Afrique. Ce procès, qui semble à première vue une simple affaire judiciaire, devient un théâtre où s'affrontent deux visions irréconciliables de l'avenir. Il ne s'agit plus seulement de juger un homme, mais de trancher entre la perpétuation d'un ordre hérité du passé et le souffle d'une révolution possible. Voici Julius Malema, leader charismatique, adulé par des millions, désormais sur le banc des accusés pour incitation à la haine et usage d'une arme en public. Son visage, reconnaissable entre tous et partout, sur les affiches, dans les cortèges et au cœur des débats télévisés. Pour certains, ce n'est qu'une affaire judiciaire parmi d'autres. Mais derrière ces murs, l'enjeu est tout autre. Autour du tribunal, la colère gronde. Des foules immenses, drapées de rouge, scandent son nom. Sa popularité explose alors même qu'il risque la prison. Les chants s'élèvent, les poings se lèvent. Pourquoi le poursuivre maintenant, alors que l'Afrique du Sud vacille sur un fil de tension sociale et politique? La justice, elle, semble devenir un instrument de pouvoir. Un message brutal. Toute voix qui ose défier l'ordre établi sera réduite au silence. Mais qui orchestre cette offensive? S'agit-il d'un simple procès ou d'une tentative calculée pour briser un mouvement qui menace l'équilibre hérité du colonialisme? Ce n'est pas la première fois que la justice est utilisée pour neutraliser des voix dérangeantes. Rappelez-vous l'histoire de Nelson Mandela, poursuivi, jugé, condamné au nom de l'ordre public. À chaque époque, ceux qui osent défier le système se retrouvent devant les tribunaux. Aujourd'hui, Malema marche sur les traces de ces géants, mais le contexte a changé. La mondialisation, les réseaux sociaux, la jeunesse connectée donnent à sa lutte une dimension nouvelle, impossible à étouffer dans l'ombre d'un cachot. Le sort de Julius Malema dépasse sa personne. Ce qui se joue, c'est l'avenir d'une Afrique capable de s'émanciper, de contrôler ses richesses et de se libérer définitivement des chaînes étrangères. À travers son procès, c'est la capacité du continent à se réinventer qui est mise à l'épreuve. Mais comment ce procès s'est-il transformé en symbole d'une lutte géopolitique? Pour le comprendre, il faut revenir sur le parcours explosif de Malema et sur les forces qu'il dérange. Ce n'est pas un hasard si tant de leaders révolutionnaires, de Thomas Sankara à Patrice Lumumba, ont connu le même sort. Leur radicalité effraie, car elle porte en elle la promesse d'un renversement profond. L'ombre de l'apartheid plane toujours sur l'Afrique du Sud. Plus de 3 décennies après la chute officielle du régime, une fracture béante sépare encore la société. La terre, symbole de pouvoir et de survie, reste pour l'immense majorité entre les mains des descendants européens, tandis que la population noire, majoritaire, survit dans l'exclusion sur ses propres terres ancestrales. Prenez l'exemple de la province du Cap-Occidental. Des milliers d'hectares de terres fertiles sont détenus par une poignée de familles blanches, héritage direct du passé colonial. Dans les townships voisins, des familles entières vivent entassées dans des cabanes de fortune, privées d'eau potable, d'électricité et d'accès à la propriété. L'écart est criant, presque indécent. Les élites économiques, locales comme étrangères, continuent de s'enrichir grâce aux ressources du pays. Exploitation minière, terres agricoles, matières premières. Pour la majorité noire, l'égalité tant promise à la naissance de la nouvelle nation demeure une illusion. L'accès à la terre, à l'éducation, à un emploi digne, reste hors de portée, tandis que la richesse fuit toujours vers l'étranger. Historiquement, cette situation n'a rien d'unique. On retrouve le même schéma en Amérique latine, où la réforme agraire a été sans cesse repoussée au profit des grands propriétaires. Au Zimbabwe, la redistribution des terres a provoqué une crise majeure, mais aussi un débat sur la légitimité des réparations historiques. Ces exemples montrent que la question de la terre n'est pas qu'économique. C'est une question de dignité, de mémoire et de justice. Dans ce décor, Julius Malema se dresse comme la voix des laissés-pour-compte. Sa parole choque, mais elle résonne avec la colère de millions de Sud-Africains, dénoncer un système taillé pour une poignée de privilégiés.
Il appelle à des mesures radicales, nationalisation des mines, restitution des terres sans compensation, contrôle de l'économie par les mains africaines. Pour ses partisans, Malema incarne l'espoir d'une renaissance, la rupture définitive avec le colonialisme qui continue d'étouffer le pays. Imaginez un instant que ces mesures soient appliquées. Les mines de platine, d'or, de diamants, parmi les plus riches au monde, passeraient sous contrôle africain. Les profits ne s'envoleraient plus vers l'Europe ou l'Amérique, mais serviraient à financer les écoles, les hôpitaux, les routes. Les terres agricoles seraient redistribuées à ceux qui les cultivent depuis des générations. Ce scénario, s'il se réalisait, bouleverserait l'équilibre mondial des matières premières et offrirait un modèle à suivre pour d'autres pays du Sud. Mais l'enjeu dépasse les frontières sud-africaines. Les multinationales et les anciennes puissances coloniales voient dans ce combat une menace directe à leur mainmise. Le procès de Malema révèle la peur d'un bouleversement, le réveil panafricain, la fin du pillage des ressources, le retour du pouvoir aux peuples africains. Pour prendre la mesure de cette crainte, songeons à la réaction internationale lors de la nationalisation du pétrole vénézuélien sous Hugo Chavez ou des mines de cuivre en Zambie dans les années 70. À chaque fois, les puissances étrangères ont tenté d'imposer des sanctions, de soutenir l'opposition ou de déstabiliser le régime en place. La logique est identique. Préserver leurs intérêts, même au prix d'une crise majeure pour la population locale. Tant que le statu quo perdure, des millions de Sud-Africains sont condamnés à l'injustice, privés de dignité et d'avenir. Ce qui se joue, c'est la souveraineté, la réparation historique, la fin d'une domination économique étrangère. Et le souffle du panafricanisme se propage déjà, prêt à briser les chaînes de la colonisation. Ce procès local pourrait bien ouvrir la voie à une révolution continentale. Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour comprendre la radicalité de Malema, il faut revenir sur l'histoire sanglante de la terre sud-africaine. La conquête coloniale n'a pas été une simple occupation. Elle s'est accompagnée de massacres, de spoliations, de lois raciales. En 1913, le Native Land Act a confiné la population noire à moins de 7% des terres, alors qu'elle représentait plus de 80% de la population. Ce vol institutionnalisé a créé des inégalités que même l'abolition de l'apartheid n'a pas su corriger. Pourquoi Julius Malema suscite-t-il autant de craintes chez les puissances étrangères? Ce n'est pas seulement à cause de ses discours enflammés, mais parce qu'il cristallise un espoir nouveau, celui d'une Afrique unie, maîtresse de son destin et de ses ressources. Par son audace, il exige la rupture totale avec l'ordre néocolonial qui a servi encore l'Afrique du Sud et tout le continent. Malema défend le contrôle intégral des richesses naturelles par les Africains, la restitution des terres volées pendant la colonisation et l'émancipation économique de millions de Sud-Africains exclus. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de justice sociale, mais de souveraineté collective. Ses combats évoquent ceux de figures panafricaines, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah ou aujourd'hui Ibrahim Traoré. Comme eux, il rejette toute soumission à des modèles importés. Les puissances occidentales voient d'un œil inquiet l'émergence de cette génération panafricaine déterminée à renverser l'ordre établi. Les États-Unis et l'Europe redoutent par-dessus tout une alliance stratégique entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine. Imaginez une Afrique du Sud qui rompt avec le dollar, rejette les diktats du Fonds monétaire international et s'unit à des partenaires non occidentaux pour défendre ses intérêts. Ce scénario menace directement le contrôle historique de l'Occident sur les ressources du continent. Face à ce risque, la réaction est souvent la même: criminaliser, diviser, diaboliser les leaders comme Malema. Les médias occidentaux construisent un récit où les révolutionnaires africains deviennent des fauteurs de troubles, des extrémistes, parfois même des menaces pour la stabilité. Mais lorsque les vrais enjeux sont en jeu, ces mêmes médias détournent le regard ou cultivent le silence. Prenons l'exemple de la couverture médiatique de Thomas Sankara dans les années 80. Les médias occidentaux l'ont qualifié de dictateur, d'utopiste, tout en minimisant ses réformes sociales et économiques. Aujourd'hui, la presse internationale use des mêmes procédés pour Malema, insistant sur ses outrances, ses provocations,
mais rarement sur les fondements de sa lutte et la réalité de l'injustice qu'il dénonce. La justice se transforme alors en instrument politique. Le prétexte d'un procès sert à neutraliser une voix dérangeante, à intimider tous ceux qui rêvent d'une Afrique libre. Tant que la justice sera utilisée pour réduire au silence les dissidents, le continent restera vulnérable, fragmenté, incapable d'atteindre son unité et sa pleine souveraineté. Mais comment Julius Malema en est-il arrivé à incarner un tel défi pour l'ordre mondial? Pour comprendre, il faut remonter à ses premiers combats et à la naissance des Economic Freedom Fighters. La création des Economic Freedom Fighters, en 2013, marque un tournant. Ce parti, fondé sur la promesse de justice économique, rassemble rapidement des milliers de jeunes déçus par la lenteur des réformes post-apartheid. Leur programme s'inspire des mouvements de libération des années 60, mais l'adapte à la réalité du XXIe siècle. Lutte contre la corruption, redistribution des terres, contrôle populaire sur les ressources. Le destin de Julius Malema symbolise celui de tout un continent. Son procès n'est pas seulement un enjeu personnel ou judiciaire, il cristallise le choix entre une Afrique divisée, soumise à la résignation, et une Afrique unie, fière, souveraine. Imaginez une Afrique rassemblée. Sa jeunesse, la plus nombreuse de la planète, bouillonne d'énergie. Ses ressources, inestimables, or, diamants, cobalt, terres fertiles, attisent toutes les convoitises. Si le continent parlait d'une seule voix, il ne serait plus un terrain de chasse pour les puissances étrangères, mais un acteur mondial, difficile à détourner ou à manipuler. Les multinationales, qui depuis des décennies exploitent le sol africain, devraient enfin traiter d'égal à égal avec des États maîtres de leur destin. Prenons l'exemple du Nigeria, premier producteur de pétrole du continent. Malgré des milliards de dollars générés chaque année, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce que la manne pétrolière profite en grande partie à des compagnies étrangères et à une élite locale complice. Un modèle panafricain, tel que le rêve Malema, pourrait inverser la tendance et garantir une redistribution plus équitable. Mais si Julius Malema est condamné et enfermé, quel avertissement donnera-t-on? Qu'aucune voix révolutionnaire, aucune volonté d'unité ou de justice n'aura droit de citer. Que le rêve panafricain reste un mirage lointain, étouffé par la peur et la division. Les jeunes, tentés par l'exil ou la résignation, pourraient s'éloigner de toute forme d'engagement. Les élites, rassurées par le soutien d'intérêts extérieurs, pourraient verrouiller le pouvoir et perpétuer le statu quo, au détriment de la majorité. À qui profiterait ce scénario? Aux puissances étrangères, qui garderaient la main mise sur l'or, le cobalt, le pétrole. Aux sociétés minières, aux spéculateurs, aux gouvernements occidentaux qui préfèrent une Afrique morcelée, facile à contrôler et à exploiter. L'arrestation de Malema sonnerait comme une victoire pour les nostalgiques du colonialisme, un recul pour tous ceux qui rêvent d'émancipation. Pour mieux comprendre, revenons sur l'expérience congolaise. Dans les années 60, Patrice Lumumba, premier ministre du Congo, a été éliminé car il voulait nationaliser les mines et rendre les richesses à son peuple. Son assassinat, commandité avec la complicité de puissances étrangères, a plongé le pays dans des décennies de chaos. Le cas de Malema rappelle ce danger. La répression politique peut détruire toute possibilité de réforme profonde. Mais l'histoire n'est jamais figée. Si, au contraire, la population se lève pour soutenir Malema, si la jeunesse refuse la peur et le fatalisme, alors le procès pourrait se retourner contre ses commanditaires. Le soutien populaire transformerait la répression en étincelle de résistance. D'autres leaders, dans d'autres pays, pourraient s'inspirer de cette solidarité et oser briser le silence. C'est ce qui s'est produit au Burkina Faso, où le soulèvement populaire de 2014 a chassé un régime corrompu, inspirant l'ensemble de la région. Les exemples de résistance ne manquent pas. Au Sénégal, au Mali, au Tchad, des mouvements citoyens émergent, portés par la jeunesse et l'exigence de justice sociale. Ce sursaut porterait un message puissant. L'Afrique ne veut plus subir. Elle exige de choisir son avenir, de contrôler ses richesses, d'écrire sa propre histoire. Une génération nouvelle, formée par l'exemple de Malema et de ses compagnons, accélérerait les réformes économiques et la coopération panafricaine.
le rêve d'un marché commun, de frontières ouvertes, d'institutions africaines fortes, deviendrait enfin accessible. En vérité, c'est l'avenir de la jeunesse africaine, l'accès équitable aux ressources et la capacité du continent à décider pour lui-même qui se joue ici. Dignité, autonomie, progrès, tout dépend désormais d'un choix collectif. Reste à savoir, comment, concrètement, chacun peut-il agir pour ne pas laisser l'histoire se répéter? Il existe des leviers simples, accessibles à tous, pour passer à l'action dès aujourd'hui. Découvrons maintenant quelles actions concrètes peuvent faire la différence, même à petite échelle. Car chaque geste compte, et l'histoire s'écrit au présent. Et si le véritable pouvoir était entre les mains de celles et ceux qui refusent de se taire? Celles et ceux qui contestent la peur comme arme politique, qui dénoncent la manipulation judiciaire ou médiatique, et qui exigent une justice authentique. Depuis des siècles, l'Afrique regorge de ressources, mais c'est l'unité imposée par la solidarité qui lui a trop souvent fait défaut. Pour défendre la souveraineté, il faut une alliance politique solide entre les mouvements progressistes. Il est temps que les leaders et militantes unissent leurs forces, laissent de côté leurs querelles et créent un front commun pour l'émancipation. Car l'histoire ne cesse de le prouver. La désunion est l'arme suprême de ceux qui cherchent à dominer. Mais l'unité des élites ne suffit pas. La solidarité populaire est le moteur de tout changement profond. Cela commence par s'informer, éveiller les consciences, partager la vérité, organiser des mobilisations pacifiques. Chaque geste, aussi modeste soit-il, compte et s'ajoute à la vague collective. Prenons l'exemple des campagnes de boycott menées contre l'apartheid dans les années 80. Des étudiants, des ouvriers, des artistes se sont unis, en Afrique comme à l'étranger, pour dénoncer l'injustice. Grâce à la pression citoyenne, des entreprises et des gouvernements ont dû revoir leurs alliances, accélérant la fin du régime ségrégationniste. Ce type d'action, reproductible aujourd'hui, prouve que la mobilisation populaire peut faire vaciller les plus puissants. Refuser le silence, c'est plus qu'oser parler. C'est discuter avec ses proches, soutenir ceux qui agissent, refuser la résignation. C'est résister activement aux lois détournées et aux médias corrompus qui cherchent à bâillonner la contestation ou à criminaliser les voix libres. Quand la justice sert à écraser la révolte et que la presse déforme le réel pour servir des intérêts étrangers, il nous revient de dénoncer chaque injustice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons laisser les puissants écrire seuls l'histoire et réduire la majorité au silence. L'histoire se répète quand la population reste spectatrice. Chaque génération doit affronter son épreuve. Si nous restons passifs, nous risquons de perdre bien plus qu'une décennie. Nous risquons d'éteindre le rêve d'une Afrique souveraine et digne. Ne doutez jamais de votre propre force. L'union, la vigilance, la solidarité et le refus du silence sont nos armes les plus décisives. La souveraineté ne s'obtient jamais sans lutte. Elle se conquiert, ensemble, par le courage et la persévérance. Voici quelques étapes concrètes pour participer au changement. Premièrement, s'informer à partir de sources diverses et indépendantes. Lire la presse alternative, suivre des analystes africains, écouter les témoignages des premiers concernés. Ce regard critique permet de déjouer la propagande et de mieux comprendre les enjeux cachés derrière le procès de Malema. Deuxièmement, relayer l'information. Partager sur les réseaux sociaux, organiser des débats publics, inviter des experts à intervenir dans les écoles ou les universités. Plus la vérité circule, plus il devient difficile pour les puissants de manipuler l'opinion. Troisièmement, soutenir les initiatives de solidarité. Cela peut passer par des dons à des associations de défense des droits humains, la participation à des manifestations pacifiques, ou simplement encourager les artistes et les écrivains engagés. L'art, la musique, la littérature sont des vecteurs puissants pour éveiller les consciences, comme l'a montré la lutte anti-apartheid, où la chanson « Azimbonanga » de Johnny Clegg est devenue un hymne de résistance. Quatrièmement, encourager la coopération entre les mouvements panafricains. Créer des ponts entre les différentes luttes, organiser des forums régionaux, s'inspirer des succès et des échecs des voisins. L'unité africaine est un projet de longue haleine, mais chaque initiative locale contribue à renforcer le tissu continental.
Cinquièmement, interpeller les élus et les institutions. Exiger la transparence, la redevabilité, des politiques publiques en faveur de la justice sociale. Écrire aux parlementaires, signer des pétitions, demander des comptes lors des réunions publiques. Les institutions démocratiques ne sont vivantes que si les citoyens s'en saisissent. Il ne reste qu'à choisir. Sur quelle page de l'histoire souhaitez-vous inscrire votre nom? Le sort de Julius Malema n'est pas qu'une affaire personnelle. Il cristallise l'enjeu de l'avenir africain face à l'héritage colonial et aux pressions extérieures. Son procès devient ainsi le miroir de la lutte pour l'émancipation du continent. Ce procès n'est pas vraiment celui de Malema. C'est le procès de l'Afrique, de sa dignité, de son droit à exister debout. Chaque accusation portée ne vise pas seulement un homme, mais tout un continent qui refuse d'être réduit au silence, de voir ses richesses confisquées, son histoire réécrite par d'autres. Rester passif, c'est laisser la peur et la division continuer de dicter nos vies. L'indifférence nourrit la domination étrangère, elle efface lentement notre souveraineté. Ne pas réagir, c'est permettre que l'on décide, ailleurs, de notre avenir et de la valeur de nos vies. Il ne s'agit pas d'un simple dossier judiciaire. C'est une lutte pour l'unité, pour la justice économique, pour que l'Afrique devienne actrice de son destin. Le sort de Malema annonce celui de tous ceux qui oseront parler et agir pour une Afrique forte et souveraine. À travers lui, c'est notre rêve collectif qui se retrouve sur le banc des accusés. De Johannesburg à Ouagadougou, de Kinshasa à Dakar, la question demeure. Qui écrira notre futur? Qui décidera de la richesse de nos terres, du prix de notre temps, du poids de notre parole? Refusons de céder ce pouvoir. Reprenons-le, en nous informant, en discutant, en refusant la peur, en exigeant justice, maintenant. Rester inactif, c'est s'effacer devant l'histoire. S'engager, c'est ouvrir une page nouvelle, solidaire et fière, pour l'Afrique. Ce n'est pas l'heure d'attendre. C'est l'heure d'agir, de rester vigilant, de s'organiser, et de montrer au monde entier que l'Afrique refuse d'être divisée ou confisquée. Notre vigilance et notre engagement sont nos armes les plus puissantes. Le procès de Julius Malema est peut-être le début d'une ère nouvelle. La question est, serons-nous spectateurs ou acteurs de cette transformation?